Bien, nous avons un tout petit quart d'heure pour des questions à nos intervenants de l'après-midi. Alors, j'ai envie de dire premier arrivé, premier servi. N'hésitez pas, c'est vraiment maintenant. Et il y a déjà une main levée. Alors, déjà une première là-bas, et après ce sera vous. Sana, I really liked your presentation of sculptures in the round, and as I briefly mentioned, I'm very interested in royal costume and royal hairdo, and I was wondering if actually what is presented as the hairstyle of an ideal king is in fact a fleece cap, and in this sense, the picture of Gudea that you put next to one of the statues was particularly relevant because in this case, in Sumer in the late 3rd millennium, this is indeed a fleece cap, which is worn later by old Babylonian kings. And I wonder if this fleece cap is actually characteristic of it's true that one cannot clearly separate Luvians and Arameans, looking always at sculpture, but maybe there's an element of royal costume, if this indeed is a fleece cap, that would be characteristic, say, of the earlier phases of the Iron Age 1 and 2, and when you reach a later stage with Aramean kings at Samal, for example, Bar Rakib, you have a completely different costume with this pointed cap, which actually I think even later on the point becomes folded on one side, as you can see in not just kings, but priests in the Nerab stele of Shinzer Ibni that you have actually in the exhibition here at the Louvre, the two beautiful steles found at Nerab near Aleppo. So, I mean, it would be an interesting, maybe more than Arameans and Luvians, maybe actually a chronological element for earlier royal costume and later royal costume in the Iron Age in northern Syria and eastern Anatolia. In the same way as I would point out where you have, if we look at shoes, we see the typical Hittite folded shoes in the earlier Luvian kings, and then maybe due to an Assyrian influence, actually, you see the later kings wearing sandals and not these pointed shoes in North Syria. That would be a sort of parallel. Oh, okay. Thank you. Thank you, Martin. Yes, I agree, actually, almost on all points you said, because I didn't have time to elaborate the hairstyle thing. I personally think it's perhaps not a cap, but it's a wig that they were wearing. And I was asking the sort of Hittitologists to look after a word which might be something like towards wigs worn by also by the Hittite kings, maybe. And also, this is a tradition which comes from the Middle Bronze Age and Late Bronze Age Syria. So this style is derivative from the Syrian side. Yes, and then I also agree with the chronological point that this group of statues are more bound to be the earlier ones, and then later ones in 8th and perhaps still even in the 7th century, there are these local rulers who have then a different kind of vêtements with different kinds of foldings, and they are a special group then altogether. Yes, yes, and then they are sort of looking more like, yes. Merci, donc nous allons passer maintenant à la deuxième question. Oui, vous avez dit que Tilat Falassa, dans une de ses inscriptions, dit « J'ai fait en basalte la copie d'un Naïrou ». Alors ma question est, en fait, deux questions enchâssées. Premièrement, comment dit-il basalte en assyrien ? Deuxièmement, comment sait-on que c'est du basalte ? Archéologue, et voilà, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Mais il y a une réponse, c'est sûr. Ce sont les traductions qui ont été faites par Grayson, et Grayson, on peut lui faire parfaitement confiance, mais je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on a, c'est du basalte.
Si je peux juste donner un petit complément du point de vue d'une autre langue du hittite. Ce qui est certain, c'est que vous avez raison, c'est-à-dire les noms de pierres sont particulièrement difficiles à déterminer, donc toutes ces traductions sont forcément hypothétiques par nature. Nous aussi, on a un terme qu'on traduit basalte avec point d'interrogation, et je pense que c'est exactement la même chose en acadien pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'en fait, on a des tas de noms de pierres, mais il n'y a aucun moyen de les distinguer, puisque les textes ne sont pas pédagogiques. Donc, ils ne nous disent pas ça va ressembler à ça, etc. Donc, vous avez tout à fait raison de douter de cette traduction, mais dans ces cas-là, on pourrait douter de beaucoup d'autres. C'est ça qui est... En fait, d'un point de vue méthodologique, vous avez absolument entièrement raison. Est-ce que je peux poser une autre question à Madame Sanaharo? Ça dépend. C'est toujours moi. Oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Mais sinon, allez-y. Yeah, you gave us a very interesting structure for the text of inscriptions. And then his titulature and genealogy, etc. It is a syntactic model for inscriptions. I wonder if the former inscriptions, the older ones that happened elsewhere, had a very different structure. And in fact, if in the area you are studying, there is an innovation saying I, etc., this might be a linguistic marker that would be useful. Very probably, if we think the Hittite inscriptions, there are these 13th century monumental hieroglyphic written in hieroglyphs, written inscriptions which have another structure. They begin with the name, or there is at least one which begins with the name of the king and not with the I. And that is something which I traced back, these inscriptions beginning with the I, that these are the very latest great kings of Hittite empire, which start this tradition, inscribing freestanding statues with inscriptions beginning with the I. The evidence is quite scant. There is one Hittite text written in cuneiform, or there is one cuneiform tablet with two texts, and then if we reconstruct it together, then we come to two places in the capital city of Hattusha, where they probably set up freestanding statues, one for Tutalia IV, and the second one was for the Suppiluliuma II, the last great king in Hattusha. But we don't have the exact statues for the evidence, but I have sort of gathered them together. But where the Hittite kings got the idea, that is the Syrian 16th or 15th century seated statue I also showed, this Itrimi from Alalakh, which is the first known inscription beginning with the first person singular with Anaku. If there were other statues beginning with this same pronoun, we don't know, but this is the first. And I think the Hittites got the idea from Syria, and then they transformed it in Hattusha, and then it sort of turned back to North Syria. But these elements, yes, there were some sort of similar elements in the earlier Hittite inscriptions, but these elements like building cities or building buildings, this is something which is only in the few Hittite inscriptions, and then it begins in the early Iron Age in the surroundings of Carchemish. Y a-t-il une toute dernière question? Sinon, nous allons conclure cette
très belle journée. Eh bien, donc, tout d'abord, un grand merci à tous les intervenants donc, de cette journée. J'espère que vous avez pu vous rendre compte qu'avec les nouvelles fouilles qui ont été faites sur d'anciens sites, que ce soit Eflatun Penart, Sengerli, Arslan Tepe, ou Tel Taïnat, ou bien entendu la découverte de nouvelles architectures comme le temple du dieu de l'orage à Alep, que les nouvelles recherches sur des objets déjà connus, comme tout ce travail sur la statuaire, qu'elle soit d'époque, qu'elle soit de l'âge du bronze moyen et récent en Syrie, ou que ce soit la statuaire néo-hittite, et enfin l'étude toujours renouvelée des textes de l'âge du bronze et de l'âge du fer, eh bien, tous ces travaux qui se poursuivent, qui ne se sont jamais arrêtés, nous donnent principalement de nouvelles voies de connaissances sur les royaumes néo-hittites araméens. Tout d'abord, une meilleure connaissance des relations entre l'art et la culture de l'âge du bronze et l'art et la culture de l'âge du fer, non les invasions des peuples de la mer et ces fameux siècles qu'on appelle les Dark Ages ne forment pas une rupture. Au contraire, on a eu aujourd'hui la preuve de l'existence de fortes continuités culturelles entre le bronze récent et le fer ancien. Enfin, ces nouveaux travaux nous donnent de meilleures connaissances, justement, de l'histoire des royaumes, une meilleure connaissance des textes, mais aussi des styles, des sculptures, et notamment donc des ensembles monumentaux qui permettent de mieux étaler cette histoire et projeter une lumière sur les Dark Ages. Et puis, nous avons surtout une meilleure connaissance de la signification et de l'utilisation des monuments, la place qu'ils avaient dans la société, le symbole qu'ils représentaient. Et certains textes nous montrent justement que ces statues ou ces stèles, par exemple, contenaient l'âme des défunts et n'étaient pas simplement une représentation, mais bien le défunt et probablement le dieu lui-même. Nous avons également une meilleure connaissance des rapports stylistiques entre ces royaumes, comme par exemple les rapports entre Carchemish et Tsengerli, une meilleure vision des comparaisons que l'on peut faire entre les reliefs des deux royaumes, et puis également avec les voisins extérieurs au royaume néo-hittite araméen, bien entendu les Phéniciens et les Assyriens, et enfin, surtout, une meilleure connaissance de l'évolution des décors dans les villes, comment ces villes vont évoluer en fonction des différents règnes qui vont se succéder, comment ces villes vont être transformées pour à chaque fois porter la marque du changement de l'autorité au sein des royaumes. Et bien entendu, je pense que vous en doutez, toutes ces recherches sont loin d'être terminées et je remercie très chaleureusement tous les intervenants de ce colloque qui nous montrent que l'histoire, tant de l'Empire hittite que des royaumes néo-hittites et araméens, continue de s'écrire et s'enrichit en permanence. Je terminerai évidemment par remercier les équipes de l'auditorium et notamment Valentine Gay qui a assuré la coordination logistique de ce colloque. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci à vous.